Depuis la nuit des temps, l'être humain s'est tourné vers le ciel, levant les yeux vers l'infini, fasciné par la voûte étoilée qui s'étend au-dessus de sa tête. Cette contemplation, à la fois humble et grandiose, a suscité une des questions les plus fondamentales et universelles que l'humanité n'ait jamais posées. D'où vient l'univers? Comment tout a-t-il commencé? Cette interrogation, au cœur de notre curiosité, transcende les cultures, les époques, les langues et les frontières. Elle ne relève pas simplement du domaine scientifique, mais aussi du spirituel, du philosophique, de l'existentiel. Comprendre l'origine de l'univers, c'est aussi chercher à comprendre notre propre place, notre raison d'être, notre connexion intime avec le cosmos. Le mystère des origines de l'univers n'est pas qu'une énigme cosmique lointaine. Il est une quête qui éclaire notre histoire, notre présent et surtout notre avenir. Déchiffrer ce mystérieux commencement peut nous révéler les lois fondamentales qui dirigent la réalité tout entière, des gigantesques galaxies aux plus infimes particules élémentaires. Ce savoir profond ne nourrit pas seulement l'esprit, il éclaire aussi la science, la technologie, la philosophie et la culture. Il permet de poser les bases solides sur lesquelles s'édifie notre compréhension du monde et de l'univers. À travers les âges, cette grande question sur les origines a pris différentes formes en fonction des croyances, des connaissances, des outils et des moyens d'investigation disponibles. Pour les premiers peuples humains, sans accès à la science moderne, c'était naturellement une histoire merveilleuse, un conte tissé de mythes et de légendes pour expliquer ce que les sens, la raison et la foi pouvaient percevoir. Le cosmos représentait un théâtre sacré où les forces divines agissaient, où un grand récit décliné en symboles et en récits à fondateurs. Mais derrière ces récits et ces mythes, la question persistait. Qu'y avait-il avant tout cela? Qu'y avait-il avant la lumière des étoiles et le silence de l'espace? Comment le temps lui-même avait-il pu débuter, puisque le temps semble ce sur quoi toute chose repose? Ces questions nous mettent face à des limites vastes, tant physiques que philosophiques. Elles réclament des outils conceptuels et scientifiques pour avancer, impostant une quête intellectuelle aussi exigeante que captivante. Au fil de l'histoire humaine, les philosophes, les théologiens, les astronomes et désormais les physiciens ont progressivement jeté des ponts entre les rêves, les observations et les théories. À mesure que la science moderne prend forme, la question des origines de l'univers se transforme en investigation rigoureuse, capable d'intégrer des mesures, des expériences et de bâtir des modèles à la fois cohérents et prédictifs. Mieux comprendre nos origines, c'est aussi ouvrir une fenêtre sur les lois fondamentales de la nature, sur le potentiel d'évolution de l'univers et sur la destinée de ce qui s'y trouve, y compris l'humanité. Au-delà de la simple curiosité, cette quête nous concerne tous profondément. En connaissant les origines de l'univers, nous pouvons imaginer notre rôle dans la grande chaîne cosmique, saisir la beauté et la complexité qui nous entourent, et trouver un sens à notre présence éphémère dans un cosmos éternel. Cette compréhension peut aussi nourrir le respect de notre planète et de la vie en général, car chaque élément de l'univers, y compris nous-mêmes, est le fruit d'un processus qui commence dans les premières secondes de temps. Dans une constellation subtile de phénomènes physiques, c'est donc avec une profonde humilité et un esprit ouvert que nous entamerons ce voyage extraordinaire à travers le temps et l'espace, explorant la naissance de l'univers, des premières idées mythiques aux théories scientifiques les plus avancées. Nous découvrirons les grandes étapes de cette aventure humaine et cosmique,
Nous plongerons dans la lumière et l'obscurité de ces mystères et ensemble, nous tenterons de comprendre ce qui a pu jaillir du néant pour donner naissance à tout ce que nous connaissons. Cette exploration ne promet pas toutes les réponses, car certains horizons resteront peut-être toujours insaisissables. Mais c'est dans cette quête même, dans cette recherche patiente et passionnée, que réside la beauté de notre rapport à l'univers. Prendre le temps de contempler ces questions, c'est avant tout se reconnecter avec l'essence même de notre humanité. C'est ouvrir la porte vers un sommeil doux et apaisé, porté par la majesté silencieuse du cosmos, où chaque étoile nous raconte cette immense histoire. Ainsi, commençons cette plongée sereine, enveloppée dans le mystère et la grandeur, vers les origines de l'univers. Depuis les temps les plus reculés, avant même que la science puisse tenter d'expliquer l'origine de l'univers, les premières sociétés humaines ont forgé des récits, des cosmogonies, c'est-à-dire des histoires de la création du monde, qui mêlaient imagination, expérience, spiritualité et symbolisme. Ces mythes et légendes constituent une richesse inestimable, car ils révèlent non seulement la manière dont nos ancêtres percevaient le cosmos et y trouvaient un sens, mais également la profonde dimension culturelle et psychologique qui accompagne la quête des origines. Chaque civilisation, sur tous les continents, a élaboré sa propre version de la naissance de l'univers, une fresque d'une variété et d'une créativité surprenantes, qu'il s'agisse des traditions animistes d'Afrique, des récits chamaniques d'Asie, des mythologies grecques et romaines, des cosmogonies amérindiennes ou encore des légendes hindoues. Chaque récit se présente comme une tentative humaine de répondre à l'insondable « Comment tout a-t-il commencé ?» dans le cadre de la compréhension immédiate du monde environnant. Par exemple, dans la mythologie sumérienne, l'une des plus anciennes connues, l'univers naît d'un océan primordial, une masse d'eau infinie et informe d'où émergent les premiers dieux créateurs. Cette image d'un chaos aquatique primordial est un motif récurrent dans de nombreuses mythologies, symbolisant l'état indifférencié, le potentiel enfoui avant la structuration du cosmos. Ce chaos initial est ce creuset d'où jaillira la lumière, la terre, les cieux et finalement la vie. Dans la tradition grecque, le poète Hésiode livre au 7e siècle avant notre ère un récit, mais aussi une cosmogonie, la théogonie, qui commence par le chaos, né avant toute autre chose, un gouffre béant et insondable. De ce chaos naissent ensuite Gaïa, la terre, Tartare, les enfers, et Eros, l'amour, donnant naissance, à travers des générations de dieux et de géants, à tout ce qui constitue l'univers, les astres, les éléments, et enfin l'humanité. Cette généalogie divine permettait aux Grecs d'ordonner le monde, de lui attribuer sens et structure, tout en inscrivant les hommes dans un héritage sacré. En Égypte ancienne, les cosmogonies varient selon les cités, mais elles convergent souvent autour du concept de l'abîme primordial, appelé Nun. De cet océan originel surgit un dieu créateur, Ré ou Atum, qui par sa seule volonté fait apparaître la lumière, la terre, le ciel, le temps et l'existence. La création y est un acte divin d'émergence de l'ordre à partir du chaos, une dynamique fondamentale illustrée dans l'art, le culte et les rituels funéraires, où la naissance de l'univers rejoint l'éveil à la vie après la mort. Dans les traditions amérindiennes, la cosmogonie varie d'une tribu à une autre, mais elle est souvent liée à la nature, aux animaux et aux esprits de la terre. Par exemple, chez les Navajos, le monde émerge de ténèbres premières à travers plusieurs strates cosmiques, aboutissant à la naissance de l'homme et à son insertion dans un univers vivant, harmonieux
et spirituel. Ces récits reflètent une vision du cosmos comme un réseau de relations, où chaque élément est interconnecté. En Asie, les mythologies hindoues proposent une cosmogonie fascinante et complexe. Le dieu Brahma, l'architecte du monde, surgit d'un lotus né du nombril de Vishnu, le dieu préservateur. Le cycle incessant de création, de dissolution et de recréation, appelé samsara, inscrit le cosmos dans une dynamique cyclique différente des modèles linéaires qui émergeront plus tard en Occident. Ce lien entre création et temps infini est ancré dans la philosophie et la spiritualité indienne et influence toujours profondément la pensée cosmologique. Ces récits anciens, loin d'être simplement des fables, sont la manière dont les hommes ont tenté de dépasser l'ignorance par le récit symbolique. Ils posèrent des cadres de compréhension, mettaient en relation l'homme, la nature et le divin, et inventaient des repères qui guidaient la vie sociale, morale et religieuse. Derrière chaque mythe, il y a une tentative d'affronter l'inconnu, de nommer l'invisible, de dompter le vertige du vide. Il est fascinant de voir que malgré les différences culturelles, certains thèmes reviennent fréquemment. L'idée d'un chaos ou d'un néant primordial, d'une séparation progressive de la lumière et des ténèbres, de la terre et du ciel, de l'eau et de l'air, enfin de l'apparition d'un ordre et d'une harmonie qui structurent l'univers. Ces motifs communs révèlent la profonde humanité de cette quête, une préoccupation universelle de tout être conscient, à la recherche de ses racines cosmologiques. Au fil du temps, ces cosmogonies sont aussi devenues des fondements pour les religions et les visions du monde qui en découlent, influençant la morale, l'art, la politique et même les sciences primitives. Elles posent la grande question de la création, non seulement comme un événement, mais comme un acte signifiant, chargé d'intention et de valeur. C'est ainsi, dans la richesse de ces premières cosmogonies, que l'humanité commence à tisser la toile de son propre récit, celui qui la relie à l'univers dans lequel elle vit. Ce voyage dans les mythes d'origine est aussi un voyage intérieur, une invitation à percevoir combien la fascination pour le cosmos est ancienne, profonde et essentielle. Dans la prochaine étape de notre exploration, nous verrons comment ces récits mythiques, portés par l'imagination et le symbole, ont progressivement cédé la place à une démarche nouvelle, la naissance de la méthode scientifique, de l'Antiquité à l'astronomie moderne, qui cherche une vérité objectivable et vérifiable. Ce passage marque une transformation majeure dans notre rapport au cosmos, un tournant où l'émerveillement va doucement rencontrer l'analyse et les preuves. Mais avant cela, continuons de laisser résonner ces histoires premières, ces rêves d'origine, où l'homme, en proie à son désir profond de comprendre, posait les jalons d'une aventure infinie, à mesure que l'humanité avançait dans son développement. La quête pour comprendre l'univers a progressivement évolué d'une simple narration mythologique à une approche fondée sur l'observation, l'analyse et la raison, la démarche scientifique. C'est à l'époque de l'Antiquité, il y a plusieurs millénaires, que s'amorce véritablement ce tournant majeur, grâce à l'émergence de penseurs, de philosophes et d'observateurs qui commençaient à questionner le monde de façon méthodique et rationnelle. Cette naissance de la science, notamment en Grèce antique, est intimement liée à l'apparition de l'esprit philosophique. Les premiers grands noms, comme Thalès de Milet, Anaximandre, Pythagore ou encore Anaxagore, ouvrent la voie en cherchant à comprendre les phénomènes célestes, non pas par le mythe, mais à travers la raison et l'observation. Par exemple, Anaximandre propose que la Terre n'est pas soutenue par rien d'invisible,
mais qu'elle flotte librement dans l'espace, une idée révolutionnaire pour son époque. Ses premières conjectures montrent déjà le passage subtil d'une vision du monde figée vers une exploration dynamique du réel. Le philosophe, Aristote, qui domina la pensée scientifique pendant plus d'un millénaire, développa un modèle géocentrique qui plaçait la Terre immobile au centre de l'univers, entourée de sphères célestes où étaient enchâssés les astres. Bien que ce modèle soit aujourd'hui dépassé, il fut une étape essentielle où la logique, la systématisation et l'ordre prenaient la place des récits mythologiques. Sa vision, combinée aux travaux d'autres savants tels que Ptolémée, devint la théorie dominante durant tout le Moyen Âge. Ce que l'Antiquité nous a légué, au-delà des idées, c'est un cadre méthodologique fondé sur la logique et la recherche de causes naturelles plutôt que surnaturelles. Le concept de loi naturelle, la notion que le cosmos est gouverné par des règles intelligibles, mesurables et universelles, apparaît à cette époque, fondant ainsi la démarche scientifique. Cette pensée fut malheureusement, en partie, étouffée en Europe durant le Moyen Âge, mais elle put néanmoins se transmettre par la voie du monde islamique et byzantin. Des savants comme Al-Khwarizmi, Avicenne ou Averroès traduisirent, étudièrent et enrichirent les écrits antiques, en y ajoutant leurs propres observations et innovations. Progressivement, l'astronomie trouva les instruments nécessaires pour s'épanouir, notamment grâce à l'amélioration des instruments d'observation, comme l'astrolabe ou le quadrant. À partir de la Renaissance, un vent nouveau souffle sur l'Europe, marquant une révolution dans la pensée scientifique. Le développement de l'imprimerie, la redécouverte des textes anciens et l'émergence de figures emblématiques comme Copernic, Galilée, Kepler et Newton changent radicalement la façon d'appréhender l'univers. Copernic propose un modèle héliocentrique où la Terre n'est plus le centre immobile, mais une planète tournant autour du Soleil. Cette hypothèse, à la fois simple et puissante, brise le paradigme ancien et déclenche une révision profonde des connaissances astronomiques. Galilée, avec ses observations au télescope, confirme l'existence des lunes de Jupiter, les phases de Vénus et d'autres phénomènes célestes incompatibles avec le modèle géocentrique. Il marque ainsi le premier usage crucial d'un instrument pour vérifier empiriquement des hypothèses, posant les bases d'une science expérimentale et reproductible. Son courage scientifique, mêlé à sa confrontation avec les autorités de l'Église, symbolise aussi le combat nécessaire entre la vérité scientifique et les dogmes établis. Johannes Kepler améliore ensuite la compréhension des mouvements planétaires en remplaçant les anciens cercles parfaits par des trajectoires elliptiques, plus précises et cohérentes avec les observations. Cette précision mathématique ouvre la voie à Isaac Newton et sa formulation de la gravitation universelle qui unifie le mouvement des corps célestes et celui des objets terrestres sous une même loi physique. Newton incarne la synthèse parfaite entre observation, mathématiques et théorie, ouvrant un âge d'or de la science moderne. La démarche scientifique, telle qu'elle naît et s'affine entre l'Antiquité et l'ère moderne, se base désormais sur plusieurs piliers. L'observation attentive et systématique des phénomènes naturels, la formation d'hypothèses testables, la reproduction des expériences, la formulation de lois générales et surtout la remise en question permanente des connaissances acquises. Cette méthode rigoureuse a marqué un changement radical dans la façon qu'a l'humanité de comprendre le cosmos. Le ciel, auparavant territoire des dieux et des légendes, devient un objet d'étude accessible et intelligible. Cette transition n'a pas seulement bouleversé la science,
elle a aussi profondément modifié notre rapport au monde, à la nature et finalement à nous-mêmes. Entre la philosophie sauvage et l'utopie dogmatique, la naissance de la démarche scientifique est l'une des plus belles aventures de l'esprit humain, une invitation constante à regarder plus loin, à comprendre plus profondément, à apprendre inlassablement. Elle est aussi la porte ouverte vers les découvertes spectaculaires qui, dans les siècles suivants, transformeront notre vision de l'univers et de ses origines. Dans la prochaine étape de ce voyage, nous explorerons comment les premières observations astronomiques menées par ces pionniers, malgré leurs limites, ont posé les bases de notre compréhension toujours plus fine des astres et de leurs mouvements. Un apprentissage qui ne cessera de progresser avec le temps. Ainsi, à travers cette histoire riche et passionnante, nous côtoyons non seulement la naissance d'une méthode scientifique, mais aussi l'éveil de l'humanité à la grandeur et à la complexité infinie du cosmos qui nous entoure. Aux prémices de la science astronomique, les premières observations des astres sont le fruit d'une patience et d'une minutie liées à la simple présence humaine face au ciel étoilé. Avant l'invention du télescope, les hommes et femmes observaient les étoiles, les planètes, le soleil et la lune à l'œil nu, estimant leurs mouvements et leur position, sans autre outil que leur sens combiné à une réflexion intuitive. Ces observations empiriques, parfois codifiées dans des calendriers ou des monuments alignés astronomiquement, témoignent d'une compréhension pratique et symbolique du cosmos. Elles sont à la fois un savoir appliqué, permettant par exemple de prévoir les saisons, les cycles lunaires, les éclipses, et un fondement de la mythologie et de rituels. Les premières civilisations, telles que les Mésopotamiens, les Égyptiens, les Chinois ou les Mayas, ont développé des traditions astronomiques riches qui sont les bases solides d'une science en devenir. Par exemple, en Mésopotamie, il y a environ 4000 ans, les prêtres astronomes commencent à consigner des observations régulières des corps célestes. Ils décomposent le ciel en constellations, traquent les cycles de la Lune et du Soleil et mesurent les périodes orbitales des planètes visibles. Leur astrologie se mêle à l'astronomie. Bien qu'inexacte selon les critères modernes, cette démarche marque une première tentative d'organisation et de quantification des phénomènes célestes. En Égypte ancienne, on fabrique les premières horloges solaires et sundiales, réalisant que la course du Soleil dans le ciel permet de structurer la journée. Ces notions pratiques participent à la naissance d'un calendrier assez précis qui sera essentiel, non seulement pour l'agriculture, mais aussi pour la vie sociale. Des édifices comme les pyramides ou les temples alignés sur des événements solaires, solstices et équinoxes, illustrent le lien étroit entre l'observation céleste et la culture. Cependant, ces premières observations, bien que remarquables, se heurtent à de nombreuses limites. La principale est évidente. Elles sont réalisées à l'œil nu, avec des instruments rudimentaires, bâtons, fils à plomb, cercles d'observation, qui ne permettent pas de mesurer avec une grande précision les distances, les tailles, les vitesses, ou même la nature des astres observés. Par conséquent, les modèles cosmogoniques proposés à cette époque restent souvent approximatifs, parfois erronés, bâtis sur des perceptions partielles et des interprétations parfois plus symboliques que scientifiques. Un autre obstacle majeur est la difficulté à percevoir la véritable nature des mouvements célestes. Par exemple, les planètes semblent décrire des trajectoires complexes, parfois rétrogrades, et sans instruments adéquats pour mesurer ces phénomènes. Il est difficile de distinguer s'il s'agit d'un déplacement réel
ou d'une illusion liée à notre propre environnement terrestre. Ainsi, le modèle géocentrique, qui place la Terre immobile au centre de l'univers, se maintient durablement, car il rend compte de manière intuitive de ses observations, sans demander à hypothéquer la stabilité du monde connu. De même, l'immensité du ciel et la quasi-infinité des étoiles rendent impossible une cartographie complète ou détaillée. Les premières cartes célestes ressemblent plus à des schémas symboliques qu'à des représentations exactes. Ils sont limités aux étoiles les plus brillantes et aux constellations visibles à l'œil nu. Les distances entre les astres restent un mystère total, et la compréhension de l'univers comme un ensemble structuré et dynamique est encore très embryonnaire. Malgré ces limites, ces premières observations ont permis de dresser un premier calendrier astronomique mondial, accompagné d'une connaissance empirique de phénomènes tels que les éclipses solaires et lunaires. Ces prévisions, extrêmement précieuses pour la survie et la culture, démontrent l'efficacité d'une observation très attentive et répétée, étalée sur des générations. Il faut aussitôt souligner que cette phase d'observation, quoique primitive, installe durablement le lien entre l'homme et le ciel. En se concentrant sur le cosmos, elle initie une discipline intellectuelle orientée vers l'étude des phénomènes naturels, hors des sphères purement mythologiques. C'est d'ailleurs sur cette base que, des siècles plus tard, la méthode scientifique bâtira son arsenal. Avec le temps, la poursuite de ces observations, leur recoupement et la recherche constante d'explications plus précises conduisent à des progrès majeurs. L'avènement de l'optique et l'invention du télescope, au début du XVIe siècle, vont révolutionner entièrement notre regard sur le ciel et sur l'univers. Cette évolution technique permettra de dépasser les limites grossières du simple regard humain et d'ouvrir l'œil vers des mondes inconnus jusqu'alors. La découverte des satellites de Jupiter, les anneaux de Saturne, la nature des cratères lunaires et même la structure des galaxies. Toutes ces avancées viendront bouleverser profondément notre compréhension des origines et de la structure cosmique. Dans la prochaine étape de notre exploration, nous entrerons précisément dans cette période charnière qu'est la révolution copernicienne, qui marquera la rupture définitive avec le modèle géocentrique pour inaugurer une nouvelle ère d'astronomie moderne et de pensée cosmique. Ainsi, bien que limitées, les premières observations astronomiques furent indispensables pour poser les fondations d'une science rigoureuse et adopter un regard neuf où raison et expérience allaient progressivement se substituer aux mythes et aux croyances pour déchiffrer l'univers. La révolution copernicienne constitue un moment charnière dans l'histoire de l'astronomie et de la pensée humaine, une étape décisive qui bouleversa radicalement notre perception de l'univers et, par conséquent, notre place au sein de celui-ci. Avant cette révolution, la vision dominante, héritée des travaux d'Aristote puis perfectionnée par Ptolémée, était fondée sur le géocentrisme. La Terre était considérée comme immobile, au centre de l'univers, et tous les corps célestes, soleil, planètes, étoiles, tournaient autour d'elle. Cette conception semblait cohérente avec l'expérience quotidienne, où la Terre paraît stationnaire, et c'est le ciel qui semble tourner. Elle s'inscrivait également dans un cadre philosophique et théologique profondément ancré, où l'homme occupait une place privilégiée, presque symbolique, en tant que centre de toute création. Cependant, au XVIe siècle, un chanoine polonais du nom de Nicolas Copernic développa une autre vision. L'univers ne tournait plus autour de la Terre, mais la Terre elle-même tournait autour du Soleil. Dans son ouvrage majeur, De Revolutionibus Orbium,
Coelestium, publié en 1543. Copernic propose un modèle héliocentrique où le Soleil occupe le centre du système planétaire et autour de lui gravite non seulement la Terre, mais aussi les autres planètes. Cette idée, auparavant évoquée de manière marginale par quelques penseurs, était remise au premier plan avec une rigueur mathématique et une systématisation sans précédent. Le modèle copernicien offrait plusieurs avantages. Premièrement, il simplifiait l'explication des mouvements complexes observés dans le ciel, notamment le mouvement rétrograde des planètes, qui dans le cadre géocentrique nécessitait l'hypothèse très compliquée des épicycles, de petits cercles sur lesquels les planètes tournaient eux-mêmes, en décrivant leur orbite autour de la Terre. En revanche, dans le système héliocentrique, ces mouvements apparaissaient comme une conséquence naturelle de la position de la Terre en mouvement, offrant une explication plus élégante et économique selon le principe d'Occam. Pour autant, l'idée de Copernic ne fit pas l'unanimité. Elle allait à l'encontre de la perception vécue de la réalité. Nous ne ressentons pas la Terre bouger, et contredisait certaines interprétations des textes religieux qui placèrent la Terre au centre de la création divine. De nombreux scientifiques et théologiens rejetèrent donc cette théorie, la jugeant déstabilisante et même hérétique. C'est pourtant Galilée Galilée, un siècle plus tard, qui fut un fervent défenseur de l'héliocentrisme. Grâce au premier télescope, qu'il améliora lui-même, il put faire des observations novatrices qui mettèrent à mal le modèle géocentrique. Il découvrit les lunes de Jupiter, montrant qu'un corps pouvait tourner autour d'un autre que la Terre, ce qui contredisait l'idée que tout devait tourner autour de notre planète. Il observa également les phases de Vénus, qui ne pouvaient être expliquées par le système géocentrique, mais s'intégraient parfaitement dans le modèle de Copernic. Le travail de Johannes Kepler vint renforcer et clarifier la révolution copernicienne. En étudiant les mouvements planétaires avec une précision sans précédent, grâce aux observations minutieuses de Tycho Brahe, Kepler découvrit que les orbites des planètes ne sont pas des cercles parfaits, comme on le pensait jusqu'alors, mais des ellipses. Ces trois lois du mouvement planétaire permirent de mieux comprendre les trajectoires célestes, rendant le modèle héliocentrique non seulement conceptuellement plus simple, mais aussi mathématiquement plus précis. La diffusion progressive de ces révélations contribua à modifier l'image du cosmos. La Terre cessait d'être le centre immobile et absolu pour devenir une planète parmi d'autres, en mouvement, au sein d'un système solaire dynamique. Cette idée, bien que déroutante et difficile à accepter pour beaucoup, ouvrait la voie à une conception plus réaliste et ouverte de l'univers. Leçons de la révolution copernicienne sont multiples. Elles montrent combien les paradigmes scientifiques sont liés à la perception humaine et à leur contexte culturel, mais aussi combien la science avance en remettant sans cesse en question les conceptions établies. Transcender le géocentrisme fut un acte courageux qui déclencha une série de transformations intellectuelles majeures, conduisant à la science moderne. Si cette révolution bouleversa notre compréhension immédiate du système solaire, elle posa également les fondements pour concevoir un univers plus vaste, finalement infini, rempli d'une multitude d'astres bien au-delà de notre propre planète. Cette prise de conscience inaugura une ère nouvelle où l'exploration scientifique pouvait s'affranchir des dogmes anciens pour embrasser une vision plus expansive et dynamique de la réalité cosmique. Dans la suite de notre exploration, nous verrons comment cette nouvelle approche et ce changement de paradigme ont conduit au développement de la notion d'univers infini et à l'émergence des pensées de Newton, Galiléo et Kepler, des figures majeures qui ont approfondi notre compréhension du cosmos
grâce à des lois physiques universelles. Le voyage vers une compréhension moderne des origines de l'univers ne faisait que commencer. À la suite des bouleversements apportés par la révolution copernicienne, l'humanité s'engage dans une phase nouvelle, où la compréhension du cosmos s'approfondit, notamment grâce à l'apport majeur de figures incontournables comme Galileo Galilei, Johannes Kepler et Isaac Newton. C'est au cours de cette période, du XVIIe siècle principalement, que la notion même d'univers s'ouvre à des horizons inimaginables auparavant, avec l'émergence progressive de l'idée d'un cosmos infini, sans centre fixe et gouverné par des lois universelles. Galileo Galilei, souvent considéré comme le père de la science moderne, marque cette transition essentielle entre observation et théorie. Par ses observations au télescope, il avalise concrètement l'héliocentrisme de Copernic et ouvre la voie à une nouvelle astronomie. Il découvre les phases de Vénus, les lunes galiléennes de Jupiter, les montagnes et cratères de la Lune, démontrant ainsi que les corps célestes ne sont pas parfaits et ni irrémédiablement liés à une sphère divine immuable, mais possèdent des caractéristiques spécifiques, variées et observables. Cette observation bouleverse l'idée d'un cosmos clos et parfait, invitant à penser un univers plus complexe et potentiellement illimité. Justement, Johannes Kepler, avec ses 3 lois du mouvement planétaire, résout de façon mathématique le mystère des orbites des planètes. En établissant que ces trajectoires sont elliptiques plutôt que circulaires, il permet une compréhension précise des mouvements célestes, ouvrant la voie à la mécanique céleste. Son œuvre est aussi importante, car elle relativise le rôle central de la Terre de manière scientifique. Si la Terre tourne autour du Soleil, elle devient une planète parmi d'autres, inscrite dans un ordre plus vaste, soumis à des lois universelles, loin d'être unique ou privilégiée, redéfinissant ainsi la place de l'homme dans le cosmos. Mais c'est surtout avec Isaac Newton que la notion d'univers infini prend une amplitude nouvelle et conceptuelle radicale. Newton publie en 1687 son célèbre Principia Mathematica, où il expose la loi de la gravitation universelle, unifiant le ciel et la terre sous une même règle fondamentale. Selon cette loi, chaque corps attire à distance tout autre corps, et cette force gouverne les mouvements planétaires, les trajectoires des comètes, ainsi que la chute des objets terrestres. Ce cadre explique ainsi la cohérence du système solaire, mais ouvre surtout la question de l'étendue et de la nature de l'univers entier. Newton envisage alors un univers immense, potentiellement infini, dans lequel la gravité agit partout. Un univers où il n'y a pas de centre fixe, ni d'axe privilégié, un espace indéfini peuplé de corps en mouvement. Cette conception contredit les modèles finaux statiques et centrés des temps anciens et permet d'extrapoler l'existence d'autres étoiles, d'autres mondes semblables aux nôtres, dispersés dans un espace infini. Cette idée est à la fois troublante et libératrice, car elle introduit une vision décentrée de notre place dans le tout. Cependant, une telle vision n'allait pas sans poser des problèmes conceptuels majeurs, notamment en ce qui concerne la stabilité de cet univers infini. Newton reconnaît qu'un univers infini peuplé de corps, attirant mutuellement, devrait, en théorie, s'effondrer sur lui-même sous l'effet de la gravité. Cette contradiction fit l'objet de nombreux débats théoriques durant plusieurs siècles. Malgré ces paradoxes, l'œuvre combinée de Galiléo, Kepler et Newton instaure une révolution scientifique et philosophique qui dépasse largement la seule sphère astronomique. Elle transforme notre regard sur l'univers
en le posant comme un ensemble régulé par des lois intelligibles, universelles, pouvant être étudiées, prédites et comprises. L'univers devient alors un objet d'étude rationnelle, ouvert à la mesure, à l'analyse et à la modélisation, avec une immense étendue spatiale que l'esprit humain aspire à explorer. Cette révolution soutient le mouvement scientifique, installe les principes sur lesquels reposera la cosmologie moderne et déclenche une quête incessante pour découvrir la structure, l'origine et enfin le destin de l'univers. Dans la prochaine étape de notre voyage, nous verrons comment la découverte d'autres galaxies et le phénomène de l'éloignement progressif des astres allaient profondément changer notre vision du cosmos, en révélant un univers en expansion, dynamique et en perpétuelle évolution, poursuivant ainsi le formidable élan amorcé par Newton et ses prédécesseurs. Ainsi, l'émergence de la notion d'univers infini avec ses grands scientifiques incarne une avancée capitale pour l'humanité, un passage vers l'univers moderne, où la curiosité, la raison et la rigueur scientifique convergent pour percer les plus grands mystères du cosmos. Au cours des siècles qui suivirent les grandes avancées de Newton, Kepler et Galilée, la compréhension du cosmos se prolongea, mais l'univers dans son ensemble restait encore un mystère profond, presque inaccessible. En effet, malgré la perspicacité des scientifiques, la conception dominante était que notre galaxie, la Voie lactée, représentait la totalité de l'univers observable. Cette idée allait être bouleversée au début du XXe siècle par des découvertes majeures qui allaient totalement redessiner la carte cosmique et ouvrir la voie à l'idée d'un univers partant d'un point unique, en constante expansion. Jusqu'alors, les nébuleuses, ces objets diffus et flous observés dans le ciel, faisaient l'objet de nombreuses hypothèses sur leur nature. Certains astronomes les considéraient comme des nuages de gaz au sein de la Voie lactée, tandis que d'autres pensaient qu'il s'agissait de îles stellaires, situées à des distances astronomiques qui étaient alors difficilement mesurables. La percée décisive survint grâce au travail de l'astronome américain Edwin Hubble à partir des années 1920. Utilisant le télescope Hooker 2,5 mètres au mont Wilson, en Californie, il effectua des observations précises des nébuleuses spirales. En analysant les céphéides, des étoiles variables dont la luminosité permet de mesurer la distance grâce à une relation de période-luminosité découverte par Henrietta Swan Leavitt, Hubble parvint à calculer la distance de ces nébuleuses. Le résultat fut stupéfiant. Ces nébuleuses étaient en réalité des galaxies situées bien au-delà de la Voie lactée, chacune contenant des milliards d'étoiles. Ainsi, notre propre galaxie n'était qu'une composante parmi une multitude d'autres dans un cosmos beaucoup plus vaste que ce que l'on imaginait. Cette découverte eut un impact immense sur l'astronomie et la cosmologie, remettant en cause la vision de l'univers comme un système fermé, réduit à notre galaxie. Elle ouvrit aussi la question de la dynamique de ces nombreuses galaxies. Étaient-elles immobiles ou en mouvement? Hubble allait rapidement fournir une réponse qui allait marquer toute la cosmologie moderne. En observant le déplacement spectral des galaxies, il constata que la lumière provenant de la majorité d'entre elles était décalée vers le rouge, un phénomène connu sous le nom de redshift. Ce décalage spectral traduit un allongement des longueurs d'onde, signe que les galaxies s'éloignent de nous. Plus impressionnante encore, Hubble démontra qu'il existait une relation proportionnelle entre la distance d'une galaxie et la vitesse à laquelle elle s'éloigne. En d'autres termes, plus une galaxie est distante, plus elle se déplace rapidement en s'éloignant de nous. Ce phénomène
aujourd'hui appelée la loi de Hubble, suggère que l'univers est en expansion, comme si toutes les galaxies s'éloignaient les unes des autres dans une sorte d'expansion généralisée de l'espace lui-même. Cette idée bouleversa définitivement notre vision. Loin d'être statique, l'univers est dynamique, en perpétuelle évolution et expansion. Cette découverte posa une question nouvelle et profonde. Si l'univers est en expansion, alors il devait être plus dense et plus compact dans le passé, impliquant une origine commune à toutes les galaxies et à la matière qu'elles contiennent. Par ailleurs, la preuve de cette expansion ouvrit la voie à des modèles cosmologiques révolutionnaires, notamment celui du Big Bang, qui allait devenir la théorie dominante expliquant la genèse et l'évolution de l'univers entier. Il est fascinant d'imaginer que par le décalage subtil d'une longueur d'onde lumineuse observée depuis des galaxies lointaines, nous ayons pu comprendre que nous vivons dans un cosmos en métamorphose constante, où l'espace lui-même se dilate, transportant avec lui les galaxies dans un ballet incessant. Cette prise de conscience suivit naturellement une longue histoire de découvertes et d'observations cumulatives qui nous avaient appris à scruter le ciel avec de plus en plus de précision, à comprendre la nature et les mouvements des astres, nous préparant à embrasser cette vision nouvelle d'un univers immense, dynamique et en expansion. Dans la prochaine étape, nous retracerons la découverte cruciale du décalage vers le rouge par Edwin Hubble et comment cette mesure apporta la preuve solide de l'expansion universelle, jetant ainsi les bases d'une cosmologie moderne et scientifique. Ainsi, l'expansion de l'univers, dévoilée par la découverte des galaxies et leur éloignement, constitue un moment emblématique de notre aventure cosmique, une révélation qui ne cesse de nourrir à la fois la science et notre imaginaire. Au début du XXe siècle, l'astronomie vivait une période de bouleversement profond, marquée par des observations de plus en plus précises qui allèrent transformer radicalement notre compréhension de l'univers. Parmi ces avancées majeures, la découverte du décalage vers le rouge des galaxies par Edwin Hubble constitue un jalon fondamental, offrant la preuve empirique et solide que l'univers est en expansion. Pour bien saisir la portée de cette découverte, il convient de revenir sur quelques notions clés en astronomie spectrale. Lorsque les astronomes analysent la lumière émise par un astre, ils observent un spectre caractéristique composé de raies sombres et lumineuses, correspondant à des transitions spécifiques des atomes qui constituent cet astre. Ces raies permettent non seulement de connaître la composition chimique des objets célestes, mais aussi d'évaluer leur déplacement relatif par rapport à nous grâce à l'effet Doppler. L'effet Doppler est le phénomène bien connu qui modifie la fréquence d'une onde lorsque sa source se rapproche ou s'éloigne d'un observateur. Dans le cas de la lumière, si un objet s'éloigne de nous, ses raies spectrales sont décalées vers des longueurs d'onde plus longues, c'est-à-dire vers le rouge du spectre visible. C'est le fameux décalage vers le rouge, ou redshift en anglais. Inversement, s'il se rapproche, les raies sont décalées vers le bleu. Edwin Hubble, en étudiant les spectres des galaxies lointaines, constata que presque toutes présentaient un décalage vers le rouge. Plus importante encore, il identifia une relation linéaire entre la distance d'une galaxie et l'importance de son redshift. Plus une galaxie est éloignée, plus son spectre est décalé vers le rouge, ce qui signifie qu'elle s'éloigne plus vite de nous. Cette loi empirique, désormais appelée loi de Hubble, fut formulée en 1929 et devint la première preuve scientifique que l'univers n'est pas statique, mais bien en expansion. Cette découverte confirma
et élargit la théorie de l'univers dynamique proposée par des mathématiciens, tels que Georges Lemaître, qui avait théorisé un univers en expansion, basé sur la relativité générale d'Einstein. L'idée d'un univers en expansion implique que, dans le passé, toutes les galaxies étaient beaucoup plus proches les unes des autres. En extrapolant cette expansion à rebours dans le temps, on arrive à un instant où toute la matière et l'énergie de l'univers seraient concentrées en un point extrêmement dense et chaud, ce qui est désormais la base même du modèle du Big Bang. La confirmation du décalage vers le rouge ouvre donc la voie à une cosmologie moderne, où l'univers met à une histoire, un commencement dans le temps, et non un état éternel et immuable. Cette transition bouleversa profondément la pensée scientifique et même philosophique, en mettant en lumière la dynamique profonde du cosmos. Dès lors, la mesure précise du redshift et des distances galactiques devint une priorité pour les astronomes, car elles permettent de calculer le taux d'expansion de l'univers à travers la constante de Hubble. Cette constante est au cœur de la cosmologie moderne, encore aujourd'hui, au centre des débats et des recherches, notamment pour comprendre l'âge, la taille et la destinée ultime de l'univers. Les outils technologiques modernes, comme les télescopes spatiaux ou les spectromètres ultrasensibles, ont permis d'affiner ces mesures, mais la découverte originelle de Hubble reste la pierre angulaire de la cosmologie contemporaine. Ainsi, grâce au décalage vers le rouge, l'astronomie est sortie d'un modèle figé, statique et limité pour entrer dans une compréhension dynamique et évolutive de l'univers. Une vision où tout s'éloigne, où le cosmos grandit et change à une échelle colossale, invitant l'humanité à repenser sa place et son avenir dans ce vaste ensemble en perpétuelle transformation. Dans la prochaine étape, nous aborderons la naissance du modèle du Big Bang, ses fondements théoriques, ainsi que les premières tentatives d'expliquer l'origine et l'évolution de l'univers, continuité indispensable de cette formidable aventure cosmologique initiée par la loi de Hubble. L'avènement du XXe siècle a été le théâtre de découvertes majeures qui allaient révolutionner notre compréhension des origines mais de la nature même de l'univers. Au cœur de cette révolution se trouve la naissance du modèle du Big Bang, une théorie qui propose que l'univers a eu un commencement précis dans le temps, juxtaposant à la tradition d'un cosmos immuable une dynamique d'émergence et d'évolution. Pour bien appréhender les fondamentaux de ce modèle, il est nécessaire de revenir aux bases qui ont permis sa formulation. Tout d'abord, la découverte de l'expansion de l'univers, notamment établie par Edwin Hubble grâce à la relation entre distance des galaxies et décalage spectral vers le rouge, a bouleversé l'idée d'un cosmos statique et éternel. Cette observation incite à imaginer que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres comme un raisin dans une pâte qui gonfle, illustrant une expansion spatiale généralisée. Cette donnée expérimentale a été interprétée rigoureusement grâce aux travaux d'Albert Einstein sur la relativité générale. Publiée en 1915, cette théorie offre un cadre mathématique décrivant comment la matière et l'énergie influent sur la géométrie et la dynamique de l'espace-temps. Aux alentours de 1927, le prêtre et physicien belge Georges Lemaître proposa pour la première fois une solution des équations d'Einstein impliquant un univers en expansion à partir d'un état extrêmement dense et chaud, qu'il qualifia de atomes primitifs ou hymne cosmogonique. Cette vision audacieuse posait les bases d'un commencement physique à l'univers et non d'un cosmos statique. Simultanément, les physiciens Alexander Friedmann en Russie et plus tard d'autres chercheurs
développèrent indépendamment les équations cosmologiques aujourd'hui, appelées équations de Friedmann-Lemaître, qui décrivent l'évolution de l'univers homogène et isotrope sous l'influence de la gravitation. Ces équations prévoient naturellement une expansion ou une contraction, ouvrant la voie à un cadre théorique cohérent pour envisager le cosmos comme une entité dynamique. Le terme Big Bang, bien que parfois perçu comme un nom moderne et sensationnaliste, fut introduit par le physicien Fred Hoyle dans les années 1940 lors d'une émission radio, initialement pour se moquer de cette idée concurrente au sien, le modèle de l'univers stationnaire. Cependant, ce terme est rapidement devenu symbolique et populaire pour désigner cette immense explosion originelle à partir de laquelle l'univers s'est étendu et s'est refroidi. La théorie du Big Bang repose sur plusieurs piliers conceptuels essentiels. D'abord, elle conçoit que toute la matière, l'énergie, l'espace et le temps étaient à concentrer dans une singularité initiale d'une densité et d'une température extrêmement élevée. Cette singularité correspond à un état où les lois physiques connues, telles que la relativité générale et la mécanique quantique, doivent être combinées, mais restent encore, à ce jour, partiellement incompatibles pour décrire pleinement cette phase initiale. Ensuite, à partir de ce point de départ, l'univers a commencé à s'étendre et à se refroidir, donnant naissance progressivement aux particules élémentaires, puis aux atomes, aux étoiles, aux galaxies et aux grandes structures que nous observons aujourd'hui. Cette conception pose un cadre chronologique fondé sur des centaines de milliers, puis des milliards d'années d'évolution cosmique. Les premières théories s'appuyaient déjà sur des observations indirectes, notamment les abondances relatives des éléments légers, comme l'hydrogène, l'hélium et le lithium, qui correspondent parfaitement aux prédictions de la nucléosynthèse primordiale, issue du modèle du Big Bang. Cependant, à leur début, ces théories faisaient face à de nombreux scepticismes, notamment parce que plusieurs phénomènes de l'univers, tels que le fond diffus cosmologique, n'étaient pas encore détectés. Le fond diffus cosmologique, découvert fortuitement en 1965 par Arno Penzias et Robert Wilson, apporta une preuve majeure et quasi irréfutable de la validité de ce modèle, en révélant un rayonnement résiduel, vestige du feu initial, emmagasiné dans cette phase originelle chaude de l'univers. Ce rayonnement, aujourd'hui observé à travers le ciel comme une faible lueur micro-ondes, est l'un des piliers solides qui confirme le Big Bang comme cadre cosmologique principal. À mesure que la théorie s'affinait, des modèles précis vinrent intégrer des concepts comme l'inflation cosmique, une phase d'expansion extrêmement rapide dans les premières fractions de seconde, qui expliquait des problèmes cruciaux du modèle initial, tels que l'homogénéité et l'isotropie observées de l'univers à grande échelle. La naissance du modèle du Big Bang incarne donc un tournant historique, scientifique et philosophique. Il replace l'univers dans une histoire temporelle, à la fois fascinante et effrayante. Une histoire où le commencement est devenu un objet d'étude, accessible à la raison et à l'expérience scientifique. Ce modèle continue de s'enrichir, de se questionner et d'inspirer les expériences et observations modernes qui cherchent à percer les mystères des premiers instants cosmiques. Dans les sections suivantes, nous approfondirons ces preuves solides qui confortent le modèle du Big Bang, notamment le rôle du rayonnement fossile et des abondances élémentaires. Puis nous plongerons dans les premiers instants, où la physique des hautes énergies et des phénomènes quantiques forme la toile subtile du commencement même de notre univers. Après la formulation du modèle du Big Bang, il était essentiel de rechercher des preuves solides, capables de valider
cette théorie audacieuse sur les origines de l'univers. Deux piliers fondamentaux ont émergé pour étayer ce modèle. Le rayonnement fossile, aussi appelé rayonnement cosmologique de fond, et les abondances des éléments légers, issus de la nucléosynthèse primordiale. La première preuve, la plus emblématique, est sans doute la découverte du rayonnement fossile. En 1965, les physiciens Arno Penzias et Robert Wilson, travaillant au Bell Labs aux États-Unis, détectèrent par hasard un rayonnement micro-ondes uniforme et omniprésent dans le ciel. Ils identifièrent cette lueur froide à environ 2,7 Kelvin, comme un vestige du passé lointain de l'univers, une relique lumineuse datant de ses premiers instants. Ce rayonnement provient précisément d'une époque environ 320 000 ans après le Big Bang, appelée la recombinaison, où l'univers s'était suffisamment refroidi pour que les protons et électrons se combinent pour former les premiers atomes d'hydrogène. Avant cela, la lumière ne pouvait pas se propager librement car elle était sans cesse absorbée ou diffusée par le plasma chaud et opaque. La recombinaison permit donc à la lumière de se décoller de la matière et voyager à travers l'espace jusque dans nos instruments modernes. L'étude minutieuse de ce rayonnement diffus par des missions spatiales comme COBE, WEMAP et Planck a révélé une remarquable uniformité, mais aussi de faibles fluctuations infimes, quelques dizaines de microkelvin, qui correspondent au tout premier grain d'inhomogénéité, là où la matière allait ensuite se condenser pour former les galaxies et les structures cosmiques. Ce rayonnement fossile constitue une photo du bébé univers, une véritable empreinte énergétique de ce moment fondateur. La seconde preuve tangible repose sur l'abondance des éléments légers, comme l'hydrogène, l'hélium et le lithium. Selon le modèle du Big Bang, lors des premières minutes après l'explosion originelle, la température et la densité étaient tellement extrêmes que des réactions nucléaires ont pu se produire, synthétisant ces éléments primordialement. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Les prédictions précises, issues des équations de la nucléosynthèse primordiale, indiquent que l'univers devrait contenir environ 75% d'hydrogène, 25% d'hélium et de très faibles traces de lithium et d'autres éléments légers. Ces proportions ont été vérifiées avec une grande précision par les observations astronomiques des plus vieilles étoiles et des nuages interstellaires, offrant un accord remarquable avec les calculs théoriques. Cet accord comptable entre théorie et observation est un argument puissant pour la validité du modèle du Big Bang. En effet, aucun autre modèle alternatif n'a réussi à reproduire aussi fidèlement ces abondances. Ces deux preuves, indépendantes et complémentaires, ont transformé le Big Bang d'une hypothèse théorique en une théorie confirmée, soutenue par des données solides, testables et reproductibles. Elles ont aussi permis de mieux cerner l'histoire initiale de l'univers et orientent les progrès modernes en cosmologie. Pourtant, bien que solides, ces preuves ne répondent pas à toutes les questions. Elles relaissent entière des énigmes liées au tout premier instant, au-delà des limites de la physique actuelle, et poussent les scientifiques à développer de nouvelles théories et technologies d'observation que nous examinerons également. En poursuivant notre exploration, examinons maintenant l'état initial de l'univers, cette mystérieuse singularité et les tout premiers instants qui ont façonné le cosmos, notamment à travers les concepts de l'échelle de Planck et de l'inflation cosmique. Ces notions continueront de nous rapprocher, petit à petit, vers la compréhension des origines ultimes de l'univers. Plongeons maintenant au cœur même de l'énigme la plus profonde et fascinante de la cosmologie moderne, l'état initial de l'univers,
cette phase si mystérieuse qu'elle reste encore largement inexplorée et théorisée, dominée par le concept de singularité et les premières fractions de seconde régnant sur le destin du cosmos. La singularité initiale désigne un instant où l'espace, le temps, la matière et l'énergie s'effondrent en un point infiniment dense, d'une température et d'une pression inimaginables. Ce concept découle directement des équations de la relativité générale d'Albert Einstein, lesquelles indiquent que si l'univers est en expansion depuis aujourd'hui, il doit exister en passé un moment où cette expansion commence à partir d'un état extrême, où les lois physiques classiques, telles que nous les connaissons, perdent leur sens. Cependant, cette singularité représente à la fois la limite et le défi de notre compréhension. En effet, à ces échelles extrêmes, la gravité et les forces quantiques doivent être envisagées simultanément. Un domaine appelé gravité quantique, qui reste encore aujourd'hui une frontière inexplorée malgré d'intenses recherches. Cette incompatibilité entre relativité générale et mécanique quantique crée une incertitude profonde sur la nature exacte de l'univers à son tout premier instant. Pour tenter d'appréhender cette immatérielle genèse, les physiciens ont introduit la notion de époque de Planck, du nom du physicien Max Planck, qui a établi les constantes fondamentales de la physique quantique. Cette période s'étendant jusqu'à environ 10,43 secondes après le début du temps. Une échelle de temps absolument infime représenterait le cadre dans lequel toutes les forces naturelles seraient unifiées. Au-delà des lois naturelles connues aujourd'hui, au-delà ou en deçà de ce seuil, notre science actuelle ne possède pas d'outils véritablement fiables pour décrire la réalité. Toutefois, des théories innovantes et prometteuses, comme la théorie des cordes, la gravité quantique à boucle, ou encore d'autres approches, tentent de déchiffrer ces instants mystérieux. L'objectif est de comprendre comment l'espace-temps s'est distingué lui-même de cet état primordial, comment les lois fondamentales sont apparues, et comment la matière et l'énergie ont commencé à se manifester. Dans ce contexte, la théorie de l'inflation cosmique, proposée dans les années 1980 par Alan Guth et développée par d'autres chercheurs tels qu'Andrei Linde ou Paul Steinhard, est venue compléter le tableau. Cette théorie postule qu'au cours des tout premiers instants, extrêmement courts, l'univers a subi une expansion exponentielle fulgurante en une fraction de seconde, passant de dimensions subatomiques à une taille macroscopique immense. Cette inflation résout plusieurs paradoxes majeurs auxquels le modèle standard du Big Bang était confronté. Pourquoi l'univers est-il si homogène et isotrope à grande échelle, alors que rien ne semble le justifier sans un mécanisme d'expansion rapide? Pourquoi la géométrie de l'univers est-elle si proche de la platitude? L'inflation explique également l'origine des fluctuations microscopiques primordiales, qui deviendront les semences des grandes structures, galaxies et amas, que nous observons aujourd'hui dans l'univers. Les preuves indirectes de l'inflation cosmique reposent sur les mesures précises du fond diffus cosmologique, notamment celles réalisées par les satellites WMAP et Planck, qui détectent ces irrégularités infinitésimales dans la température du rayonnement fossile, ces fluctuations étant en parfaite adéquation avec les prédictions de l'inflation. Comprendre l'état initial de l'univers, cette singularité et les premières fractions de seconde, reste une aventure intellectuelle saisissante. Elle nous entraîne aux confins de la physique la plus avancée, là où l'espace, le temps, la matière et l'énergie se confondent dans une danse complexe et mystérieuse. C'est un domaine où s'affrontent nos certitudes et nos limites,
et où la quête pour percer les secrets du tout premier instinct est aussi celle de la compréhension ultime de la réalité. Dans les sections suivantes, nous approfondirons la formation des premiers constituants matériels de l'univers, depuis les quarks jusqu'aux premiers noyaux atomiques, et comment ces processus primordiaux ont façonné la matière que nous connaissons. Cette exploration de l'infiniment petit au tout premier instant nous invite à contempler non seulement l'immensité de l'univers, mais aussi la subtilité et l'élégance des lois qui lui donnent vie. Poursuivons notre exploration des débuts de l'univers en abordant une notion clé de la cosmologie moderne, celle de l'inflation cosmique. Cette théorie, apparue dans les années 1980, a transformé notre compréhension des toutes premières fractions de secondes après le Big Bang et offre des explications fondamentales à certaines énigmes laissées sans réponse par le modèle classique. L'inflation cosmique décrit une phase d'expansion extrêmement rapide, exponentielle et quasi instantanée de l'univers, qui aurait eu lieu environ entre 10,36 et 10,32 secondes, après le moment initial de la singularité. Pendant cette courte période, l'univers aurait grandi de manière colossale, passant d'une taille microscopique, proche de l'échelle de Planck, à des dimensions macroscopiques, beaucoup plus grandes que ce qu'une simple expansion régulière aurait pu générer. Cette explosion d'expansion a été proposée pour résoudre plusieurs problèmes majeurs qui se posaient au modèle standard du Big Bang. Parmi eux, tout d'abord, le problème de l'homogénéité et de l'isotropie de l'univers à grande échelle. En effet, les observations du fond diffus cosmologique montrent que, malgré son immensité, l'univers présente une uniformité remarquable de température et de densité. Comment d'immenses régions éloignées ont-elles pu s'équilibrer et atteindre une homogénéité aussi parfaite sans avoir eu le temps d'échanger de l'information? L'inflation apporte une réponse claire. Elle a agrandi une toute petite région initialement très homogène jusqu'à une échelle gigantesque, assurant cette uniformité. Un autre défi relevé par l'inflation est le problème de la platitude de l'univers. Selon les équations de la relativité générale, la géométrie de l'espace peut être ouverte, fermée ou plate, avec seulement la platitude assurant un univers stable à long terme. L'inflation aurait aplani l'univers de la même manière que la surface d'un ballon gonflé devient localement plate, ce qui explique pourquoi les mesures d'aujourd'hui indiquent que notre cosmos est très proche de la platitude géométrique. Enfin, l'inflation fournit une explication sur la formation des structures cosmiques. Les minuscules fluctuations quantiques présentes au moment initial de l'univers ont été amplifiées durant la phase d'inflation et sont devenues les graines des futures galaxies, amas galactiques et filaments cosmiques. Cette origine quantique des inhomogénéités liées à l'inflation est corroborée par les observations précises des anisotropies du fond diffus cosmologique, mesurées notamment par les satellites COBE, WMAP et Planck. Bien que l'inflation ne soit pas directement observable, ses conséquences ont été habilement déduites de données astrophysiques précises, ce qui en fait une théorie particulièrement robuste et largement acceptée dans la communauté scientifique. De nombreuses variantes et modèles d'inflation coexistent aujourd'hui, certains encore plus détaillés, cherchant à décrire parfaitement les champs et particules hypothétiques qui auraient déclenché ce phénomène. Les implications philosophiques et scientifiques de l'inflation cosmique sont profondes. Elles nous entraînent à penser un univers qui, dès ses tout premiers instincts, est soumis à des phénomènes physiques extrêmes mêlant gravité, mécanique quantique et théorie des champs. Elles suggèrent aussi que notre univers pourrait n'être qu'une région locale d'une vaste multitude d'univers.
en inflation, porteurs chacun de propriétés physiques différentes. Une idée qui ouvre de fascinants horizons sur la nature ultime de la réalité. Ainsi, la théorie de l'inflation cosmique enrichit notre vision du Big Bang, en décrivant non seulement la naissance, mais aussi l'évolution vertigineuse des premiers instants cosmiques. Elle relie les lois fondamentales de la physique à la structure et au destin de l'univers, creusant profondément cette quête intemporelle de l'origine. Dans la prochaine étape, nous plongerons dans la formation des premiers constituants matériels, les quarks, protons, neutrons et la nucléosynthèse primordiale, qui ont marqué la transition entre l'univers énergétique original et l'univers matériel observable aujourd'hui, après les incroyables phases d'expansion et d'inflation qui ont marqué les toutes premières fractions de seconde de l'univers. Nous entrons maintenant dans une étape cruciale où la matière commence à se former et à prendre les premières formes structurées que nous connaîtrons plus tard. Cette période est celle de la formation des premiers constituants fondamentaux, quarks, protons, neutrons et la nucléosynthèse primordiale, durant les premiers instants, lorsque l'univers était encore extrêmement chaud et dense. Les particules élémentaires existaient sous forme d'un plasma primordial, une soupe ardente, où quarks et gluons circulaient librement, presque indépendamment. Les quarks sont des particules fondamentales qui, en s'assemblant en groupes de 3, forment les baryons, notamment les protons et les neutrons. Cette phase, appelée l'ère quark-gluon, dura jusqu'à environ 10,6 secondes après le Big Bang. À ce moment précis, l'univers, en se refroidissant progressivement, permit aux quarks de se combiner pour constituer les premiers protons et neutrons stables. Ce phénomène appelé confinement est le résultat de la force forte, l'une des 4 forces fondamentales de la nature, qui lie les quarks entre eux. Avec la formation de ces baryons, le cosmos commençait véritablement à construire la matière telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais à cette époque, l'univers était encore un véritable four primordial, où les températures, dépassant des milliards de degrés, ne permettaient pas encore la formation de noyaux atomiques. La nucléosynthèse primordiale intervint à partir d'environ 1 seconde et jusqu'à quelques minutes après le Big Bang. Durant cette courte fenêtre, les protons et neutrons commencèrent à fusionner, en formant des noyaux d'hydrogène, d'hélium, ainsi que de très petites quantités de deutérium, de tritium et de lithium. Cette phase est déterminante car elle fixe la composition chimique initiale de l'univers, qui restera la base de toute l'alchimie cosmique et de la formation des étoiles plus tard. Les principales réactions nucléaires durant cette période sont connues et modélisées avec une grande précision. Le rapport massique prévu entre hydrogène et hélium, par exemple, est d'environ 75% pour l'hydrogène et 25% pour l'hélium, en accord parfait avec les observations actuelles dans les régions les plus anciennes de l'univers. Cette concordance entre théorie et observation est l'une des plus fortes validations du modèle du Big Bang. Il est important de noter que la nucléosynthèse primordiale s'est arrêtée relativement vite, car l'expansion et le refroidissement rapide de l'univers ont limité la formation d'éléments plus lourds. Ces derniers seront produits plus tard au sein des étoiles par des processus de fusion nucléaire. Ainsi, la période de formation des premiers constituants représente une étape clé où la matière commença à s'organiser à l'échelle microscopique, posant les jalons de l'univers matériel observable. Le passage du plasma, quark-gluon, aux premiers noyaux atomiques prépare le terrain pour la recombinaison, lorsque les électrons se lieront au noyau, rendant l'univers
transparent à la lumière. Dans la prochaine section, nous étudierons cette recombinaison cruciale, marquant la formation des premiers atomes, le découplage de la lumière et la naissance du premier rayonnement cosmique perceptible, véritable photographie de l'univers jeune. Cette plongée au cœur de la matière primordiale nous éclaire sur la complexité et la beauté des phénomènes qui ont sculpté l'univers, depuis le chaos initial jusqu'à la stabilité relative qui permettra à la lumière de voyager librement dans le cosmos. Nous abordons maintenant un chapitre capital dans l'histoire de l'univers, celui de la recombinaison, une étape essentielle qui marque la formation des premiers atomes, le découplage de la lumière et l'apparition du premier rayonnement cosmique que nous pouvons encore détecter aujourd'hui. Après la nucléosynthèse primordiale, l'univers était peuplé principalement d'un plasma chaud, dense et opaque, composé de protons, neutrons, électrons, photons et autres particules énergétiques. Dans cet état, la lumière ne pouvait pas voyager librement, car elle était continuellement diffusée et absorbée par les particules chargées. Le cosmos était donc un brouillard impénétrable, comme une soupe lumineuse mais sans clarté apparente. Mais à mesure que l'univers s'étendait et se refroidissait, la température atteignit un seuil critique, environ 3000 Kelvin, soit environ 380 000 ans après le Big Bang. À ce moment-là, les photons n'avaient plus assez d'énergie pour empêcher les électrons et les protons de s'associer pour former des atomes d'hydrogène neutre. Ce processus, appelé recombinaison, permit à la matière de changer d'état. La matière passa d'un plasma ionisé à un gaz neutre. La formation des atomes neutres a un effet fondamental. La lumière, auparavant piégée, put enfin se propager librement à travers l'univers. Le découplage des photons avec la matière marqua la naissance du rayonnement de fond cosmologique, ce fameux rayonnement fossile que nous détectons encore aujourd'hui sous forme d'un rayonnement micro-ondes presque uniforme dans toutes les directions du ciel. Ce rayonnement est une sorte de photographie instantanée de l'univers, à cette époque très ancienne, offrant un témoin précieux de ses conditions initiales. Les observations détaillées du fond diffus cosmologique, notamment réalisées par les satellites COBE, WMAP et Planck, ont permis de mesurer avec précision ses caractéristiques et d'en extraire une foule d'informations sur la densité, la composition et la structure de l'univers primordial. Les petites fluctuations de température observées dans ce rayonnement correspondent aux graines des futures structures cosmiques, régions où la matière allait se rassembler pour former plus tard les galaxies, les étoiles et les planètes. Ainsi, la recombinaison et le découplage de la lumière marquent une transition drastique dans l'évolution cosmique, de l'opacité complète à la transparence, du chaos ionisé à la naissance d'un vaste univers lumineux, prêt à dévoiler ses secrets à travers la lumière voyageant depuis des milliards d'années. Cette étape est donc clé pour comprendre l'évolution du cosmos et constitue une base fondamentale pour toute la cosmologie observationnelle moderne. Dans la section suivante, nous nous pencherons sur la genèse des grandes structures, comment à partir de ces infimes fluctuations et de ce gaz primordial, l'univers a pu s'organiser en galaxies, amas et vastes filaments qui façonnent encore aujourd'hui la toile cosmique. Ainsi, la recombinaison est un moment de grand basculement, où l'univers cesse d'être un lieu mystérieusement opaque, pour devenir un espace lumineux, où la lumière enfin voyage librement, porteuse d'informations infinies sur son passé et son avenir. Nous voici à une étape cruciale de l'histoire cosmique, où l'univers, initialement homogène et dense,
se transforme peu à peu en un ensemble structuré, composé de galaxies, amas et filaments cosmiques. Cette genèse des grandes structures est l'un des phénomènes les plus fascinants, car elle révèle comment la matière s'est organisée sous l'effet conjugué de la gravité et des conditions initiales imposées lors des premiers instants de l'univers. Dès les premiers instants, après le Big Bang, l'univers était presque parfaitement uniforme, mais il comportait cependant de très petites fluctuations de densité, des irrégularités infimes déjà mentionnées dans le fond diffus cosmologique. Ces fluctuations, bien que très faibles, furent les graines indispensables à la formation ultérieure des structures cosmiques. Sous l'effet de la gravitation, ces régions légèrement plus denses commencèrent à attirer davantage de matière, initiant un processus d'effondrement gravitationnel local. Au fil du temps, ce phénomène s'accentua, donnant naissance aux premières concentrations de matière qui se densifièrent pour former les proto-galaxies. Ces objets primitifs se regroupèrent ensuite en amas plus vastes, composés de centaines, voire de milliers de galaxies, le tout formant une structure à grande échelle, connue sous le nom de toile cosmique ou réseau cosmique. Cette toile est composée de longs filaments de matière sombre et lumineuse, séparés par des vides gigantesques. Ces filaments forment un réseau complexe qui relie entre eux les amas et superamas de galaxies, dessinant une architecture à la fois organisée et fractale, offrant une nouvelle dimension à la compréhension spatiale de la matière dans l'univers. Mais comment ce réseau s'est-il formé avec autant de régularité et de complexité? Ici, la matière noire joue un rôle fondamental. Cette forme mystérieuse de matière, qui compose environ 27% de l'énergie totale de l'univers, alors que la matière classique n'en représente qu'à peine 5%, exerce une attraction gravitationnelle sans interagir avec la lumière. Elle sert ainsi de squelettique invisible autour duquel la matière normale se rassemble pour former étoiles, galaxies et amas. Les simulations numériques modernes, qui prennent en compte la dynamique de la matière noire et la physique baryonique, reproduisent avec une étonnante précision cette structure en toile, confirmant la cohérence de nos modèles cosmologiques. Elle montre que la matière noire condense la matière ordinaire, guidant la formation des grandes structures au fil des milliards d'années. Par ailleurs, les observations astronomiques, notamment grâce aux télescopes spatiaux comme Hubble, ainsi qu'aux sondages fluorescents au sol, confirment l'existence de cette distribution cosmique à grande échelle. On y retrouve ces filaments interconnectés, ces amas galactiques et ce maillage qui peuple l'univers observable. Ainsi, la genèse des grandes structures révèle un processus d'évolution où l'univers, initialement presque uniforme, donne naissance progressivement à une organisation hiérarchique allant des petites étoiles aux vastes superamas liés par la matière noire. Ce mécanisme est une manifestation spectaculaire des lois fondamentales de la physique combinées à l'historique cosmologique. Ce stade marque aussi le prélude à l'apparition de la diversité cosmique que nous observons aujourd'hui, les galaxies aux formes variées, les étoiles, les systèmes planétaires et bien sûr les conditions propices à la vie. Une illustration éclatante du fait que l'univers n'est pas figé, mais en constante évolution depuis sa jeunesse. Dans la section suivante, nous examinerons une autre composante mystérieuse et omniprésente de l'univers, la matière noire et l'énergie sombre, des acteurs invisibles mais essentiels qui influencent profondément la naissance, l'évolution et le destin de l'univers. Par cette plongée dans la genèse des grandes structures, nous embrassons à la fois l'immensité et la complexité du cosmos,
mieux comprendre son architecture et saisir combien la cosmologie moderne est un champ passionnant où chaque découverte ouvre la porte à de nouvelles questions, alors que les observations cosmologiques ont permis d'élaborer un modèle cohérent de l'univers visible, galaxies, étoiles, planètes. Il est devenu progressivement évident qu'une grande partie de la matière et de l'énergie qui composent le cosmos reste invisible et mystérieuse. C'est le rôle de la matière noire et de l'énergie sombre, ces acteurs invisibles qui influencent profondément la naissance, l'évolution et le destin de l'univers. Tout a commencé par l'observation des mouvements des galaxies au sein des amas galactiques. Dans les années 1930, l'astronome suisse Fritz Zwicky remarqua que les galaxies se déplaçaient beaucoup plus rapidement que ce que la quantité de matière visible dans ces amas pouvait expliquer. Selon la loi de la gravitation d'Einstein et Newton, la gravité exercée par la matière visible ne suffisait pas à maintenir ces galaxies liées ensemble. Pour que ces structures soient stables, il fallait postuler l'existence d'une matière additionnelle et invisible, un type de matière qui n'émettait ni n'absorbait de lumière, la matière noire. Par la suite, d'autres preuves accumulées confirmèrent et renforcèrent cette hypothèse. L'étude des courbes de rotation des galaxies spirales révéla que les étoiles à leur périphérie se déplacent à des vitesses plus élevées que prévues, ce qui indique qu'une masse importante et invisible les enveloppe, formant un halo de matière noire autour des galaxies. Cette matière noire, bien que non détectable par ses interactions électromagnétiques, exerce une gravité qui joue un rôle fondamental dans l'assemblage et la stabilité des structures cosmiques. De manière plus large, les observations du fond diffus cosmologique et des grandes structures correspondent aux simulations numériques qui nécessitent la présence d'environ 27% de la densité d'énergie totale de l'univers en matière noire pour correspondre aux données. En comparaison, la matière ordinaire, faite d'atomes, ne représente qu'environ 5%. Le reste de l'énergie totale est constitué d'une mystérieuse composante appelée énergie sombre. L'énergie sombre est une forme d'énergie inconnue, répandue uniformément dans l'espace, responsable d'une force répulsive cosmique qui agit contre la gravité et pousse à l'accélération de l'expansion de l'univers. Cette accélération fut découverte en 1998 grâce à l'étude de supernovae lointaines, déconcertant les cosmologistes et conduisant à la reconnaissance d'une composante sombre qui constitue aujourd'hui approximativement 68% de l'énergie totale de l'univers. Ainsi, la matière noire est un composant invisible qui agit par gravité et structure l'univers en charpente, autour de laquelle la matière visible s'organise, tandis que l'énergie sombre influence la dynamique globale de l'univers en accélérant son expansion cosmique. Malgré leur nom, ces deux composantes restent largement énigmatiques. La matière noire pourrait être composée de particules encore inconnues, comme les WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, jamais détectées directement, mais activement recherchées dans de nombreuses expériences au sol et dans l'espace. Quant à l'énergie sombre, sa nature est encore plus mystérieuse. Certaines hypothèses l'associent à une constante cosmologique, une propriété inhérente à l'espace-temps, tandis que d'autres envisagent des phénomènes physiques plus complexes, voire des déformations de la théorie de la gravité. L'importance de ces composantes invisibles ne saurait être sous-estimée. Elles déterminent la formation des galaxies, la structuration à grande échelle, et même l'évolution future de l'univers. Selon les modèles actuels, si l'énergie sombre continue de dominer, l'univers poursuivra son expansion accélérée
s'éloignant vers un destin souvent appelé Big Freeze, où les étoiles s'éteindront peu à peu et la matière plongera dans un froid absolu. Comprendre la matière noire et l'énergie sombre représente l'un des défis les plus majeurs en physique contemporaine. Ces explorations passionnantes relient l'astronomie, la physique des particules, la relativité générale et la mécanique quantique, témoignant de la richesse et de la profondeur de notre quête pour saisir les origines et le devenir de l'univers. Dans la suite de notre exploration, nous aborderons l'influence de la mécanique quantique sur le tout premier univers, une porte ouverte vers le mystère primordial qui continue de fasciner et d'émerveiller les esprits. Nous voici plongés au cœur du mystère ultime des origines de l'univers, l'influence de la mécanique quantique sur le tout premier instant cosmique. Cette dimension quantique interroge les fondations mêmes de la réalité, là où le temps, l'espace, la matière et l'énergie s'entremêlent dans une danse d'une complexité inouïe. La mécanique quantique, développée au début du XXe siècle pour décrire l'infiniment petit, bouleverse notre conception classique du monde. Elle impose l'idée que, à l'échelle subatomique, les phénomènes ne sont ni déterministes ni continus, mais soumis à l'incertitude, la dualité onde-particule et des probabilités fondamentales. Appliquer ces lois à l'univers tout entier, surtout à ses premiers instants, était un défi titanesque, car la gravité quantique, mêlant mécanique quantique et relativité générale, restait encore une théorie en construction. À l'échelle de Planck, autour de 10⁻43 secondes après le Big Bang, les fluctuations quantiques de l'espace-temps deviennent dominantes. Ces fluctuations sont des variations énergétiques inhérentes au vide quantique où l'énergie apparaît et disparaît constamment. Elles sont suffisamment puissantes pour influer sur la géométrie de l'espace-temps lui-même, provoquant des ondulations et des déformations de la trame cosmique. De plus, les théories contemporaines imaginent que ces fluctuations quantiques ont été à l'origine des irrégularités de densité observées à plus grande échelle dans le fond diffus cosmologique et, par extension, à la formation des premières structures cosmologiques. Ainsi, le cosmos observable serait la manifestation d'un univers fondé sur des principes intrinsèquement probabilistes et quantiques. Des modèles tels que la gravité quantique, à boucle ou la théorie des cordes tentent de décrire cet univers primordial, suggérant que notre réalité pourrait émerger d'une structure plus fondamentale, composée d'entités vibrantes ou de réseaux quantiques. Ces tentatives visent à concilier la relativité générale, décrivant l'univers à grande échelle, avec la mécanique quantique, réglant le comportement à l'échelle microscopique. L'influence de la mécanique quantique sur cet instant initial ouvre aussi la perspective fascinante que le temps lui-même pourrait être une émergence, une construction liée à l'entrelacement quantique, un concept contredisant la notion classique d'un temps absolu et linéaire. Cela soulève des questions philosophiques vertigineuses. Si l'univers naît de fluctuations quantiques, existe-t-il un avant? Que signifie la causalité dans un tel cadre? Ces questions dépassent la physique expérimentale et engagent nos capacités de réflexion profonde sur le sens même de la réalité. Enfin, ce cadre quantique pourrait expliquer certains phénomènes jadis mystérieux, comme l'origine même de l'énergie sombre ou la nature de la matière noire, en l'intégrant dans un tout cohérent où les lois de la physique ne sont pas fixes, mais évoluent. Ainsi, la mécanique quantique offre une fenêtre extraordinaire sur les origines du cosmos, nous poussant à repenser les notions fondamentales de temps, d'espace et de matière, et à affronter les limites de notre savoir. Dans la suite de ce voyage,
nous nous pencherons sur les limites actuelles du modèle standard de la cosmologie, ainsi que sur des questions ouvertes et des énigmes que les chercheurs s'efforcent encore de résoudre, témoignant de la richesse et de la complexité permanente de notre quête cosmique, alors que le modèle standard de la cosmologie, s'appuyant sur le Big Bang, l'inflation, la matière noire et l'énergie sombre, a grandement contribué à notre compréhension globale de l'univers. Il demeure cependant plusieurs questions fondamentales et problèmes non résolus qui continuent de stimuler la recherche scientifique et de nourrir des débats passionnés parmi les cosmologistes. L'une des limites majeures apparaît dans la nature exacte de la matière noire. Bien que son existence soit largement acceptée et le rôle primordial qu'elle joue dans la formation et la stabilité des structures cosmiques soit démontré indirectement, la composition même de cette matière mystérieuse reste inconnue. Jusqu'à présent, aucune particule candidate, telle que les hypothétiques WIMPs, particules massives interagissant faiblement, ou les actions, n'a été détectée dans les laboratoires terrestres ou via les expériences spatiales. Cette lacune empêche de vraiment comprendre les propriétés et le comportement de la matière noire, ainsi que son inscription dans un cadre théorique unifié. Par ailleurs, la nature de l'énergie sombre, qui représente environ 68% de la densité énergétique de l'univers, et est responsable de l'accélération de son expansion, demeure encore plus énigmatique. Le modèle standard l'associe souvent à une constante cosmologique, une forme d'énergie propre à l'espace vide, mais cette explication soulève des difficultés théoriques, notamment le problème de la valeur extrêmement petite mais positive de cette constante, un désaccord colossal avec les prédictions en théorie quantique des champs. Certains chercheurs envisagent des modèles dynamiques, comme la quintessence, ou encore des modifications de la gravité à très grande échelle. Mais aucun consensus n'est atteint. Une autre question ouverte concerne la singularité initiale. Le modèle standard suggère que l'univers a commencé dans un état de densité et température infinie, une singularité où les lois physiques, telles que nous les connaissons, s'effondrent. Or, cette singularité est un signal clair que notre compréhension est incomplète, en particulier parce que la gravité quantique n'est pas encore pleinement décrite et intégrée avec la mécanique quantique. Cette impasse limite la capacité à expliquer ce qui existait avant, le Big Bang, ou même à comprendre le véritable mécanisme du commencement. Le modèle standard peine aussi à intégrer une description complète des premiers instants liés à l'inflation cosmique. Bien que cette théorie résolve de nombreux problèmes, la nature du champ ou de la particule qui a provoqué cette expansion instantanée demeure hypothétique. De même, la transition entre la phase d'inflation et la phase de refroidissement et de nucléosynthèse reste à préciser pour mieux comprendre les détails de la genèse cosmique. Enfin, à l'échelle des grandes structures, quelques tensions apparaissent dans la mesure des constantes cosmologiques. Par exemple, la valeur de la constante de Hubble, qui décrit la vitesse d'expansion de l'univers, varie légèrement selon les méthodes d'observation. Les mesures locales à partir d'objets proches diffèrent des estimations issues de l'observation du fond diffus cosmologique. Cette différence soulève des interrogations sur des phénomènes physiques non encore pris en compte ou des extensions possibles du modèle. Toutes ces limites et questions suggèrent que le modèle standard, aussi brillant et utile soit-il, ne constitue pas une théorie finale. Il doit être enrichi ou dépassé, notamment grâce à la découverte de nouvelles particules, au développement d'une théorie cohérente de la gravité quantique, ou à l'élaboration de modèles cosmologiques alternatifs qui pourraient mieux rendre compte des observations
et des paradoxes actuels. Ainsi, la cosmologie moderne est un champ dynamique, où la fascination pour les origines de l'univers se mêle à l'humilité devant l'immensité de ce qui reste à comprendre. Ce champ est à la fois une opportunité magnifique pour les scientifiques et une invitation au grand public à partager cette aventure intellectuelle. Dans la prochaine partie, nous explorerons justement certaines de ces hypothèses alternatives, depuis les univers cycliques jusqu'au multivers, qui tentent de proposer d'autres modèles possibles, parfois plus audacieux, pour expliquer les origines et la nature fondamentale du cosmos. L'histoire de la cosmologie continue donc, pleine de promesses, de mystères et d'interrogations, prêts à nourrir la quête humaine vers une compréhension toujours plus profonde de l'univers. Alors que le modèle standard du Big Bang a permis d'établir un cadre cohérent et robuste pour comprendre l'origine et l'évolution de l'univers, il ne fait pas l'unanimité absolue. Les limitations théoriques et certaines énigmes non résolues ont engendré l'émergence de diverses hypothèses alternatives et modèles cosmologiques concurrents. Ces propositions visent non seulement à compléter ou corriger le modèle dominant, mais aussi à explorer des perspectives nouvelles, parfois radicales, sur la nature, la naissance et le destin du cosmos. L'une des hypothèses les plus fascinantes est celle des univers cycliques. Selon ce concept, l'univers ne connaîtrait pas un début unique et définitif, mais traverserait un cycle éternel d'expansion et de contraction, une sorte de respiration cosmique infinie. Dans ce modèle, après une phase d'expansion où se forment galaxies et étoiles, l'univers finirait par se contracter, se refermant sur lui-même, pour déboucher sur un nouveau Big Bang, relançant ainsi un nouveau cycle cosmique. Cette vision, qui trouve ses racines dans des traditions philosophiques anciennes, tente de dépasser la singularité initiale problématique en proposant une continuité temporelle sans commencement ni fin absolue. Des théories modernes, comme celles développées dans le cadre de la théorie des cordes ou de la gravité quantique à boucle, explorent ces cycles avec un cadre mathématique rigoureux, étudiant notamment la nature des transitions entre les phases d'expansion et de contraction. Une autre proposition intrigante est celle des univers multiples ou multivers. Cette idée postule que notre univers n'est qu'une région particulière d'un ensemble beaucoup plus vaste, composé d'une multitude d'univers parallèles ou distincts. Ces univers peuvent différer par leurs constantes physiques, leurs lois fondamentales, voire leur structure même. Dans certaines versions, ces multivers sont le fruit d'une inflation éternelle, où différentes régions de l'espace se dilatent indépendamment, générant ainsi une infinité d'univers locaux. Cette idée soulève des questions, aussi passionnantes que complexes, sur la spécificité de notre propre univers et sur le principe anthropique, qui tente d'expliquer pourquoi les constantes physiques semblent si parfaitement ajustées pour permettre l'existence de la vie. D'autres modèles avancent encore des conceptions alternatives, comme les théories d'un univers stationnaire revisité, où de la matière serait continuellement créée pour compenser l'expansion, ou des modèles basés sur des modifications de la gravité à très grande échelle, remettant en cause certaines hypothèses du modèle standard. Ces hypothèses alternatives, même si elles restent pour beaucoup spéculatives ou non prouvées, sont essentielles pour stimuler la recherche et repousser les limites de notre compréhension. Elles montrent combien la cosmologie est un domaine vivant, où les certitudes d'aujourd'hui s'effacent devant les découvertes de demain. Elles ouvrent des perspectives nouvelles, parfois philosophiquement audacieuses, qui invitent à repenser l'infini, le temps, la causalité et la nature même de la réalité. Dans la suite de notre parcours,
nous analyserons les outils d'observation modernes, satellites, télescopes et expériences, qui sont les clés pour tester ces théories et étendre sans cesse les frontières du savoir cosmique. Cette aventure humaine, entre curiosité, rigueur scientifique et imagination, est la preuve que notre quête pour comprendre l'origine de l'univers est infinie, même face à un cosmos qui l'est tout autant. À mesure que notre compréhension de l'univers s'est approfondie, les outils d'observation se sont perfectionnés pour repousser toujours plus loin les frontières du visible et du mesurable. Aujourd'hui, les satellites, télescopes et expériences à la fine pointe de la technologie sont les instruments indispensables pour explorer les origines de l'univers, déchiffrer ses structures invisibles et tester les théories les plus avancées. Les satellites d'observation spatiaux jouent un rôle capital. Placés en orbite au-dessus de l'atmosphère terrestre, qui absorbe une grande partie des rayonnements électromagnétiques, ils permettent de capter des signaux et images dans toutes les longueurs d'onde, du rayonnement gamma au micro-ondes, en passant par l'infrarouge et les ultraviolets. Parmi ces plateformes, le télescope spatial Hubble, lancé en 1990, a ouvert une nouvelle ère d'exploration. Avec sa vision claire et précise, Hubble a observé des galaxies aux confins de l'univers, étudié la formation stellaire, cartographié le fond diffus cosmologique indirectement et affiné la mesure de la constante de Hubble. Sa succession, avec des instruments comme le télescope James Webb lancé en 2021, brille par sa capacité à observer dans l'infrarouge, donnant accès à des objets extrêmement lointains, souvent masqués par la poussière cosmique, et donc aux premières galaxies formées après le Big Bang. Outre les télescopes optiques et infrarouges, des satellites spécifiques sont dédiés à l'observation du rayonnement fossile. COBE, WMAP puis Planck ont successivement amélioré la résolution et la sensibilité des mesures, permettant de révéler les fluctuations subtiles du fond diffus cosmologique. Ces données sont essentielles pour tester les prédictions du modèle cosmologique standard et chercher d'éventuelles anomalies annonçant de nouvelles physiques. Parallèlement, le développement des détecteurs de particules et des détecteurs d'ondes gravitationnelles a renforcé les moyens d'investigation. Les détecteurs souterrains ultrasensibles cherchent la trace directe des particules de matière noire, tandis que les installations comme LIGO et Virgo ont inauguré l'ère de l'astronomie gravitationnelle en détectant les infimes ondulations de l'espace-temps provoquées par la fusion de trous noirs ou d'étoiles à neutrons. Ces mesures ouvrent un nouveau canal d'observation, complémentaire aux méthodes classiques, capable d'explorer des phénomènes invisibles par la lumière et d'enrichir notre compréhension de la dynamique et des origines de l'univers. Enfin, des expériences en laboratoire, notamment sur les collisions de particules à très haute énergie dans des accélérateurs comme le Large Hadron Collider, LHC, au CERN, permettent de reculer les frontières entre la physique des particules et la cosmologie en reproduisant quelques instants les conditions extrêmes du début du cosmos. Ces outils d'observation modernes sont donc le fruit d'une collaboration mondiale intense, alliant expertise scientifique, innovation technologique et ambitions humaines. Ils transforment les mystères anciens en données précises, offrant une vision toujours plus fine de l'univers, de ses origines tumultueuses à son évolution actuelle. À travers ces instruments, nous poursuivons un voyage sans fin à la rencontre des mécanismes cosmiques, témoins silencieux d'une histoire dont nous sommes issus. La prochaine étape de ce parcours est de se tourner vers l'avenir. Quelles nouvelles découvertes, quelles avancées technologiques pourront-elles encore approfondir notre compréhension de l'origine de l'univers?
quel visage prendra la cosmologie dans les décennies à venir? Ces questions excitent déjà la communauté scientifique et appellent à une aventure toujours renouvelée sur le front de la connaissance. Alors que nous avons parcouru ensemble l'immense fresque de l'histoire cosmique, depuis les premières cosmogonies jusqu'aux dernières découvertes scientifiques, il est temps de se tourner vers l'avenir, vers une nouvelle ère où notre compréhension de l'origine de l'univers pourrait connaître des avancées majeures, voire révolutionnaires. Loin de se figer, la cosmologie est un domaine en perpétuelle effervescence, où chaque progrès technologique ouvre une fenêtre plus large sur l'inconnu. Les outils d'observation actuels, aussi sophistiqués soient-ils, laissent encore apparaître des mystères profonds. Les énigmes de la matière noire et de l'énergie sombre, l'inconnu des premières fractions de seconde, les limites du modèle standard. C'est dans cet espace d'incertitude que les chercheurs cherchent à repousser toujours plus loin les frontières du savoir. À l'horizon se profilent de nouveaux instruments, tels que le télescope spatial James Webb, déjà opérationnel, et capable de scruter les galaxies les plus lointaines, nous offrant un regard direct sur les débuts des structures cosmiques. D'autres missions sont en préparation, notamment des observatoires spécialisés dans les ondes gravitationnelles, la détection de particules exotiques ou la cartographie ultra précise du fond diffus cosmologique, permettant de sonder encore plus finement les signatures laissées par les premiers instants de l'univers. Parallèlement, les avancées en physique théorique, notamment en gravité quantique, pourraient offrir une synthèse ultime entre relativité générale et mécanique quantique, permettant de pénétrer le voile mystérieux de la singularité initiale et de déchiffrer les conditions inédites du tout premier instant cosmique. Des théories, comme la théorie des cordes, la gravité quantique à boucle ou d'autres propositions émergentes, sont des pistes prometteuses, même si elles demeurent à ce jour largement hypothétiques. La collaboration internationale, le développement des technologies de calcul et la multiplication des expériences multidisciplinaires offrent des perspectives inédites pour tester ces théories, les affiner ou les remettre en question. Les découvertes inattendues, la mesure de phénomènes jusqu'alors insoupçonnés, ou l'identification de nouvelles particules pourraient bouleverser notre représentation du cosmos et de ses origines. Mais cette nouvelle ère dépasse la seule dimension scientifique. Elle questionne nos façons de penser, d'imaginer l'univers et notre place en son sein. Elle invite à une vision humble où l'humanité mesure l'immensité de son ignorance, tout en exaltant sa capacité à explorer, comprendre et s'émerveiller. Ainsi, la quête pour comprendre l'origine de l'univers reste ouverte, vibrante, pleine de promesses et d'inconnus. Chaque pas fait dans ce voyage est une invitation à la réflexion, à l'émerveillement, mais aussi à la douceur du silence cosmique, propice au repos, à la méditation et à la contemplation. Peu importe les réponses que recèle l'avenir, c'est dans cette quête infinie que réside la grandeur de l'esprit humain. Un esprit qui scrute le ciel, questionne les étoiles et cherche sans relâche la lumière originelle qui a donné naissance à tout ce que nous sommes. En attendant, laissez-vous bercer par ce récit des origines et accueillez la nuit où l'univers, immense et paisible, veille sur nous, éternel et mystérieux.